Bonjour, vous écoutez le podcast de l'APM et aujourd'hui, nous accueillons Éric Carpentier avec qui nous allons parler d'influence, de leadership et d'éthique. Éric, après un parcours de pilote de chasse et d'instructeur dans l'armée de l'air, tu es devenu magicien et mentaliste professionnel et maintenant tu accompagnes les dirigeants sur les projets de communication, leadership, bref, un panel assez important. Bonjour, bienvenue. Bonjour Émilie. Là, il va falloir que tu m'expliques ça, Éric. C'est quoi le lien entre pilote de ligne, instructeur, magicien, mentaliste, coach? Alors, pilote de chasse, tu vois, c'est à l'endroit où, Pilote de où le chasse, j'ai dit lien est, pilote de ligne. Pilote de chasse, c'est pardon. pas grave, mais l'endroit où le lien est le plus important, je sais pas par quel bout de prendre ça. On va faire, déjà, je suis rentré dans l'armée de l'air, j'avais une passion qui était la magie et qui initie le fait qu'on est en train de discuter en ce moment, puisque j'ai quelqu'un qui m'a impacté comme aucun autre magicien. Et en fait, j'ai acheté tout de suite ces bouquins. À l'époque, il n'y avait pas de vidéo. Et je me suis dit, tiens, pourquoi, avec quelque chose de simple, ce gars-là m'a impacté de cette façon-là. Et en fait, en achetant ces bouquins, je me suis rendu compte que sa dextérité était importante, mais que le secret n'était pas là, c'est qu'il avait déjà beaucoup de psychologie appliquée, et que ça a été la naissance de ma passion pour tout ce qui est neurosciences, enfin l'application de ce qui se passe entre nos deux oreilles. Et c'était qui alors, lui? Il s'appelait Tony Slidini. Il y a encore quelques vidéos qui traînent en ligne. Et, c'était un très vieux monsieur, il est décédé aujourd'hui, mais voilà, ça a été quelque part mon mentor que j'ai jamais rencontré d'ailleurs. Mais alors déjà, pilote de chasse, là, t'es passé super vite. Comment tu t'es retrouvé pilote de chasse, toi? Alors du coup, mon frère m'a dit, mais tu sais qu'avec ton bac, tu peux être pilote de chasse. J'étais en sup, j'avais pas le désir d'être derrière un bureau, et donc je me suis dit, dans un premier temps, ça me paraissait inaccessible, hein. J'étais probablement dans l'état de ce que les gens voient quand ils vont voir Top Gun aujourd'hui, ce qui est assez drôle parce que je vois, Top Gun a fait une telle pub qu'on m'a sollicité, mais je regardais des avions passer au-dessus d'une propriété d'amis à mes parents et en fait, je pensais que c'était inaccessible, mais il y avait un recrutement niveau bac qui faisait qu'au bout de 20 ans, on nous mettait dehors aussi. Il y avait, tu vois, c'était un donnant-donnant quelque part. Et donc, je me suis dit, je ferais au moins un service militaire moins bête que les autres. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir le profil et ça a été une aventure extraordinaire. Et donc là, qu'est-ce que tu en gardes de cette époque-là et que tu réutilises aujourd'hui dans ton coaching de dirigeant? Énormément de choses parce que l'armée de l'air a l'intelligence de s'adapter et c'est assez drôle de te dire ça, mais l'armée de l'air est rentable. C'est-à-dire que quand tu mets quelqu'un dans un avion qui a à peine plus de 20 ans et que tu l'emmènes sur un terrain opérationnel qui n'aura qu'une seule fois l'occasion de réussir, tu as envie qu'il soit rentable en plus quand tu le mets dans des matériels qui coûtent 300 millions d'euros. Et donc, ça a fait que l'armée de l'air, à tout point de vue, a pris le facteur humain à bras le corps, des choses qui paraissaient, je dirais, ouais, nous, on est au-dessus de ça. Ouais, aujourd'hui, c'est obligatoire. Par exemple, tout ce qui est technique top, technique d'optimisation du potentiel. Donc, la façon dont on fonctionne déjà, et à nouveau, la dimension psychologique est énormément prise en compte, alors qu'elle n'était pas il y a à peine plus de 30 ans, quoi. Donc tu vois que à chaque fois, la dimension psychologique s'ajoute dans le parcours. Et plus, pour finir de répondre à ta question, euh, j'étais dans une unité où la fonction prime le grade, ce qui institue quelque chose qui est extrêmement intéressant en dynamique de leadership. Et c'est quelque chose qui est tout à fait transposable dans la façon dont on rencontre l'esprit en entreprise et qui est certainement un gros frein d'ailleurs la plupart du temps parce que ça aide à déléguer, à donner aux gens là où ils sont pertinents, leur bonne position. Donc déjà, tu vois que c'est déjà un critère. Et à cette époque-là, toi, on t'a aidé à développer ton propre leadership pour pouvoir, si je comprends bien, à travers ta fonction, pouvoir manager en non hiérarchique des gens qui étaient plus gradés que toi? Alors c'est un peu à la dure parce qu'on te met à un poste et tu te débrouilles, mais d'un autre côté, tu as un feedback. J'aimerais te dire, comme la plupart des pilotes de chasse, ouais, on est les meilleurs, mais la réalité, c'est que comme tu es que avec des gens qui sont comme toi, tout le monde sait la valeur que tu as quand tu es dans un avion. Ce qui pousse à pas mal d'humilité, à pas mal de réflexion si tu veux grandir. Mhm. et,
Et donc, t'apprends par l'expérience, parce que tu vois des gens justement tu peux pas faire. C'est un autre métier où tu peux pas faire toutes les erreurs. Donc, tu es obligé d'apprendre des erreurs des autres. Ce qui est un autre facteur important dans une entreprise, c'est que très souvent l'information circule mal. Or, tu vois que la performance, elle est issue du fait que les gens partagent leurs erreurs. Et nous, c'est quelque chose qui est vital. Donc, très rapidement, tu comprends que ça va être utile à tout le monde. Même si tu n'as pas envie, tu partages quand même, quoi. Le bar est très utile à ce titre-là. Et après, alors, dans ton métier suivant, quand tu es magicien, tu parles de partage de l'information, mais l'information, elle est un peu confidentielle quand on fait de la magie, non? Faut pas Alors, révéler les tours. c'est assez drôle parce que je te dirais qu'aujourd'hui, au contraire, l'information, c'est comme dans tous les domaines, elle est devenue pléthorique. Tu peux accéder à absolument tout en ligne, quasiment aujourd'hui. La difficulté, c'est de regarder quelle est la qualité de l'information. On en revient. C'est pas l'information qui est suffisante, c'est aussi sa qualité et le fait de la pratiquer derrière, parce que sinon, il se passe rien. Et donc, comment toi tu le définis, le leadership? Le leadership, un des critères de leadership, c'est d'être capable de donner de l'autonomie aux gens. Je pense que c'est même une des plus grandes qualités de leadership. Parce que quand tu es dans une patrouille, si au départ tu vois quelqu'un qui est nerveux, bah, tu vas commencer à vouloir faire son travail parce que quelque part ça te sécurise. Et c'est certainement l'endroit où c'est le plus délétère pour l'efficacité de la patrouille. Donc garder les gens dans leur autonomie, la confiance, les aider à grandir, pour moi, ce sont de vraies qualités de leadership. Bon, et alors, dans toutes tes aventures, parce que là, t'es un aventurier hein, pour moi quand je regarde le parcours, dans toutes tes aventures, avec quelle boîte à outils tu arrives dans ce monde-là pour augmenter le leadership ou aider les dirigeants à augmenter le leadership de leur équipe? Ou le leur, et à travers le leur, celui de leurs équipes. Alors, je vais te parler d'un truc qui est forcément, il y a un peu une dualité de vision autour du sujet, c'est l'influence. C'est et c'est oublié quand on aborde le sujet, la personne qui est la plus importante qu'on va influencer toute notre vie, c'est-à-dire nous-mêmes. Tu peux te définir l'influence parce que c'est un mot valise un peu maintenant et qu'on entend à toutes les sauces, mais toi, tu dois avoir ta propre définition, peut-être pour mieux cadrer notre discussion. Là. Alors, je vais te différencier convaincre, manipuler et influencer. Convaincre, c'est quand tu vas juste sur la logique, Mhm. et ça marche très mal parce qu'en fait, notre cerveau ne prend que des décisions à partir de bases émotionnelles. C'est tellement vrai que si tu n'as pas d'émotion, tu ne peux pas prendre de décision. Manipulation, c'est ce qu'on serait capable de faire pour obtenir ce qu'on veut indépendamment du résultat sur l'autre personne. Et influencer, c'est faire exactement la même chose, mais en prenant la personne en face de nous en compte. Et c'est quelque chose avec lequel justement c'est assez drôle parce qu'on a tous envie d'obtenir des choses, mais c'est devenu tellement connoté négativement, alors que depuis notre acte de naissance, on pleure parce que justement c'est une façon d'obtenir à manger. Donc c'est dans notre berceau en fait. Et si on prend le cas des magiciens, est-ce qu'il y en a des qui utilisent plutôt la manipulation que l'influence ou c'est une question de maîtrise technique? Ah, c'est une bonne question. Je te dirais que, tiens, je vais te parler, enfin, je peux pas parler pour les autres magiciens parce que je ferai une généralité, mais je te dirais que si tu me parles, moi, en tant que magicien, j'ai le droit à tout puisque l'idée, c'est de faire vivre l'impossible. Ton job est de faire vivre l'impossible à ton auditoire. Donc, si tu t'interdis des choses pour qu'ils rencontrent ça, et d'ailleurs, ça demande plus de boulot parce que, tiens, il me revient une petite phrase. Tu offres des tours, mais seuls les spectateurs sont à même d'offrir la magie. Parce que ça se passe dans leur tête. Et pour ça, il faut qu'ils aient envie de t'accompagner dans un voyage. Et donc, ton influence, elle est à cet endroit-là. C'est-à-dire que si plus tu vas créer de résistance, plus les gens vont avoir créé de la résistance, ne vont pas s'impliquer pour juste rêver, mais juste pour intellectualiser. Donc, ton but, justement, c'est de les amener dans un monde, et c'est là où tu as un effort à faire. Un effort même de leadership. Hein. Est-ce qu'ils vont t'accompagner? Est-ce que tu es quelqu'un qu'ils ont envie de suivre? Et est-ce que ça marche toujours? Non. Mais en tout cas, quand ça marche, ça crée des choses assez extraordinaires. Et donc là, tu as développé toi une connaissance de l'autre approfondie pour pouvoir justement
utiliser cette influence. Et après, j'imagine qu'il y a de la dextérité, il y a de la technique, il y a de la pratique, il y a de la préparation, il y a plein d'autres choses nécessaires. Et on fait le pont là entre le monde de l'entreprise et puis le monde de la magie, puisque c'est un peu une des passerelles que toi tu fais. Ben, c'est un très bon moyen de faire vivre aux gens des expériences dans laquelle ils ont une grille de lecture sur la façon dont tu les influences et la réalité qui se cache derrière. Et quand bien même on influence en magie, on contrôle pas. Et d'ailleurs, ça c'est un critère qui est souvent mélangé. Justement, cette distinction entre influencer et contrôle. Influencer, c'est offrir quelque chose de façon optimum. Contrôler, c'est déjà manipuler, puisque tu n'es plus capable d'entendre non. Est-ce que ça, tu pourrais nous essayer? Est-ce que tu es autorisé déjà par l'Académie de la magie à illustrer ça avec, je sais pas, peut-être les dessous d'un tour ou les techniques qui peuvent être utilisées dans telle ou telle situation pour qu'on comprenne mieux la distinction entre manipuler et influencer dans le cadre d'un tour de magie? Je vais te prendre, tiens, je vais te prendre l'hypnose. Tiens, l'hypnose. Tiens, l'hypnose, c'est un truc grand sujet. Alors, hypnose, on va mettre deux gros guillemets autour, dans le sens que si tu prends 200 personnes qui pratiquent l'hypnose, tu auras à peu près 200 versions de la définition que ça reporte, que ça comporte. En fait, tu peux pas embarquer tous les concepts en un même moment, toi et moi. Le moment où on discute, je veux dire, ça évacue tout le reste. Donc, quelque part, toi et moi, en ce moment, on partage une forme d'hypnose. Ok. Et tu vois, justement, quand tu as l'opportunité d'interviewer quelqu'un qui a été hypnotisé, tu auras une histoire complètement différente que ce que l'histoire que les gens qui sont dans la salle se racontent. Ils ont l'impression, ils projettent sur la personne qui fait, avec des guillemets à nouveau, de l'hypnose, un pouvoir qu'elle n'a pas, puisque en fait, elle est une facilitatrice de l'accompagnement, comment la personne utilise son imagination. Mais il faut bien qu'elle participe. C'est pas passif. C'est le guide, quoi. C'est le guide. Ouais. C'est un guide, mais c'est pas quelqu'un qui contrôle. Alors que tu as la perception complètement différente parce que c'est du théâtre. Oui, alors par exemple, un cas classique d'hypnose, c'est tes pieds sont lourds, tu peux plus les décoller du sol. La personne a l'air effectivement de plus pouvoir décoller du sol. Toi, ce que tu nous dis, c'est que c'est elle qui décide qui s'interdit à elle-même de décoller ses pieds du sol. Absolument. D'ailleurs, tu pourrais faire le test le prochain coup que tu vois quelqu'un faire ça. C'est que si tu dis à la personne arrête d'imaginer ça, bah, la magie disparaît. Mm-hmm. Et donc, c'est vraiment ce qu'on utilise en magie. Hein. C'est canaliser une perception autour d'une expérience. On fait ça tout le temps, en fait. On s'en rend pas compte. Hein. Est-ce que tu peux l'illustrer ou pas? Ou c'est peut-être pas radiophonique aussi? C'est pas super radiophonique pour te dire. En plus, tu me prends de façon impromptue et donc je cherche un endroit où ça serait perceptible. Si je te fais ça, c'est-à-dire que je fais disparaître une pièce. Ouais. Effectivement, tu te dis, il y a une rétention de vision. Donc, il y a quelque chose dans ta perception qui te donne une interprétation et ça influence les conclusions que tu as. Ok. Donc, tu vois qu'effectivement, tu joues sur la perception et toutes tes perceptions, donc ce que tu mets en avant dans la perception de l'autre va déterminer comment il va interpréter la scène. Donc, on influence tout le temps. Hein. On s'influence tout le temps, surtout particulièrement. D'ailleurs, c'est ce qui nous rend agile. Hein. Donc là, oui, on a divagué, mais on est parti de là. Toi, tu disais que la première personne qui a une influence sur nous, c'est nous-mêmes. Ouais. On passe notre temps, si je le retraduis, à se mettre des plafonds de verre ou au contraire à projeter des ambitions qui vont nous tracter, nous tirer vers l'avant. Comment ça se matérialise dans le monde de l'entreprise, ça, pour toi? Alors, ça, c'est intéressant que tu me poses la question parce que tu vas voir qu'on retombe sur le facteur émotionnel. C'est que les dirigeants sont des êtres humains et donc ils vivent aussi des traumatismes. Et du coup, ça les limite aussi dans leur façon dont ils interagissent avec les gens, dans leurs décisions. Et donc, tu vois que une meilleure compréhension, j'ai l'habitude de dire qu'on n'a pas besoin de nouveaux outils, mais qu'on a besoin de plus de compréhension. Parce que le moment où tu comprends différemment, tu agis différemment. Et tu vois, ça revient aussi, je te refais un parallèle avec l'armée de l'air, on t'apprend tout des fonctionnements d'un avion, pas pour que tu sois mécano,
mais pour que quand tu aies une panne, tu aies une réaction qui soit plus saine parce qu'elle est liée à l'analyse de ce qui se passe dans l'avion, réellement. Et en fait, c'est quelque chose qu'on n'a aucune éducation autour de ça, alors que pourtant, il y a des mécanismes cérébraux qui sont de mieux en mieux identifiés aujourd'hui, et malheureusement, on ne les connaît pas. On Eh n'est pas ben, éduqué avec. ouais, on a accueilli plusieurs experts du cerveau, de la mémoire, des sciences cognitives dans ce podcast. Une des choses que j'avais retenues, c'est que aussi un scénario que tu t'es projeté, même virtuellement, peut-être c'est aussi pour ça qu'ils vous font projeter des scénarios en avion, c'est que ton cerveau va être plus capable euh, de reprojeter une solution si jamais ça arrive réellement, ou en tout cas d'envisager des pistes, et plus rapide aussi peut-être dans la projection que si tu t'es pas projeté. C'est peut-être. En tout cas, j'avais compris que c'était une des raisons pour lesquelles on faisait des exercices de prospective à 30 ans, alors que ça n'a aucun sens d'un point de vue réaliste, quoi. Alors, tu vas voir, tiens, ça illustre quelque chose que j'ai pu constater. J'ai eu à peu près 200 élèves pilotes, tu m'inclus dedans, et je n'ai pas vu un seul d'entre nous avoir la réaction saine en face d'une situation dégradée si elle n'est pas envisagée au sol avant et d'envisager la solution cognitive que tu vas utiliser si tu la Mhm. rencontres. Je te donne un exemple type. La météo se dégrade, et en fait, comme c'est souvent lent et pernicieux, ça t'enferme tranquillement dans ce truc-là, et c'est comme la grenouille, tu vois, qu'on met à température tranquillement. Et le moment où il serait important de prendre une décision, c'est bien avant que tu aboutisses à la fin de ce truc-là. Mhm. Et ça veut dire qu'effectivement, le fait de répéter en amont, c'est extrêmement puissant. Parce que sinon, on ne gère pas le stress, on s'y prépare. Justement, je trouve que la, la, la façon dont c'est véhiculé nous laisse imaginer qu'on va pouvoir s'élever au niveau de la situation et pas au niveau de notre préparation. Oui, c'est ça. De toute façon, là, c'est aussi ce que je retiens et ce que je ressens dans toutes tes spécialités, c'est que c'est énormément de préparation pour que le jour J, on puisse pallier à minima à la situation et au pire à des aléas, quoi. Exactement. On parle de rester positif, mais si tu n'envisages pas la pire des situations et comment tu vas te comporter, tu ne sauras pas comment tu vas te comporter dans cette situation. Peut-être que tu auras un coup de bol, mais en tout cas, ce n'est pas une stratégie pour rencontrer les difficultés. Bon, en préparant cet entretien, j'ai trouvé que tu avais quelques leviers bien concrets pour améliorer son influence. Est-ce qu'on peut en partager? Allez, peut-être pas tous, parce que tu n'as peut-être pas envie de tout dévoiler ici, mais quelques-uns. Alors, en fait, c'est une grille que j'ai trouvée intéressante. Elle est issue d'un monsieur qui s'appelle Robert Cialdini, mais elle a un gros avantage. Elle comporte 6 points, et tout ce que l'on peut connaître en termes d'interaction, tu peux la faire entrer quelque part dans cette grille. Et donc, je t'en D'accord. partage un, c'est la réciprocité. Mhm. Et je vais t'en donner un en termes de leadership. L'application de ça, c'est que les gens ont tendance à nous retourner ce qu'on leur donne en premier. Et une application directe, c'est que très souvent, on aimerait que les gens nous comprennent, on aimerait que les gens nous entendent, on aimerait qu'ils prennent en compte notre point de vue. Et le problème, c'est que souvent en termes de leadership, on impose notre point de vue, alors que la seule façon de l'obtenir, enfin la meilleure façon de l'obtenir, pas la seule parce que je dirais la meilleure en tout cas, il y a jamais de certitude quand tu influences. Les gens gardent leur libre arbitre. C'est de leur offrir justement cette écoute, c'est de leur offrir cette compréhension, parce que tu as une bonne chance en retour qu'effectivement, ils te l'offrent en retour. Et donc là, c'est purement pragmatique. Très souvent, on est mal à l'aise avec cette idée-là au début quand on la pratique, parce qu'on voudrait tout de suite que ça marche. Et on voudrait que ça marche d'une façon, tu vois, magique. Or, c'est augmenter le niveau que tu peux obtenir dans ce genre de choses. J'ai l'impression que tu es en train de décrire ma parentalité, là. Et la façon dont j'essaie d'élever mes gamins. Il faut que je reprenne tout de Complètement. zéro. Je vais tout recommencer. Et ok. Et alors du coup, une situation concrète, c'est vis-à-vis d'un client, par exemple. Si j'ai envie d'améliorer mes scores, tu dois en coacher, j'imagine, des vendeurs, toi. Parce que ces techniques-là, elles intéressent particulièrement les gens qui sont en interface avec le monde extérieur. Tout à fait, mais tu vois que justement là, ce que je viens de t'évoquer, ça va prendre en dimension. La première chose, c'est qu'on pense toujours qu'on a des discussions logiques, alors qu'on a en permanence des discussions émotionnelles. On revient Ouais. à ce que je te disais tout à l'heure.
Et donc, si tu montres que tu comprends les émotions des gens, eh ben, ils vont avoir beaucoup plus confiance en toi. En tout cas, justement, même ça, la porte exclusive pour obtenir de la confiance. Ok. Et s'ils ont confiance, alors ils vont écouter qu'est-ce que tu as à offrir, comment ça résonne chez eux. Et ouais. Ah non, là, ça me fait penser à une question qu'on se pose souvent et qui se présente souvent. On est tenté d'être exhaustif dans, par exemple, je sais pas, si j'ai à exposer mon offre, elle a 10 avantages sur celle du voisin, ou en tout cas même, elle répond à 15 problèmes que j'ai identifiés chez mon interlocuteur. Qu'est-ce que tu me conseilles pour augmenter mes chances d'influencer sa décision positivement? Parce qu'en vrai, je suis sincèrement convaincu que en lui, enfin, si elle prend mon offre, elle va vraiment se faciliter la vie, que ça va lui créer plein de valeur. Alors une question que je dirais entre guillemets bateau, mais qui est rarement écoutée dans ses conséquences, c'est qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Parce que de ça va découler, à quoi ça rattache comme émotion, comme critère pour lui? Est-ce que c'est relationnel? Est-ce que c'est une question de sécurité? Est-ce que c'est une question de reconnaissance? Et à partir du moment où il t'offre, en fait, le moment où tu récupères des informations que tu n'aurais pas autrement qu'en écoutant la façon dont il te répond, quelles émotions se cachent derrière, tu n'auras jamais le même niveau de résultat. Donc ça, tu le fais à quel moment? Tu fais un entretien de Le plus découverte tôt en possible. préalable? Le plus tôt possible. En fait, le moment où tu rentres dans la logique, ça veut dire que tu as déjà la confiance de la personne. Si tu bâtis pas la confiance, c'est pas à la fin de l'entretien que tu vas l'obtenir. Dans les outils, il y a un sujet autour de la rareté. Ouais. Ah, ça, c'est quelque chose qui a été intéressant parce qu'il a été exploré sous tous les angles, y compris par un monsieur qui a eu un prix Nobel qui s'appelle Daniel Kahneman et qui montre que pour une unité de perte, il va te falloir 2 à 9 fois récupérer l'équivalent pour pouvoir trouver l'équilibre émotionnel. Donc, d'une façon très générale, nos décisions se prennent sur l'idée de la perte beaucoup plus que sur celle du gain. Donc qu'est-ce Et que j'ai à perdre si je fais pas ou si je fais? absolument. Et donc, la simple façon de phraser une requête en termes de perte augmente significativement le fait que la personne change son point de vue sur exactement la même chose. Je te donne un exemple. Il y a eu un lotissement dans lequel on proposait, si jamais vous isolez correctement votre maison, vous gagnez 50 cents. Et à l'autre moitié, on a demandé, si vous n'isolez pas votre maison, vous allez perdre 50 cents. Selon toi, qui a isolé de façon prépondérante sa maison? Bah, j'ai écouté ce que tu viens de dire, donc celui qui avait peur de perdre. Absolument. Et donc, pourtant, tu vois bien que c'est exactement la même requête. Ça a été fait, refait, refait, refait. Et justement, c'est pour ça que les travaux de Kahneman ont été encensés, mais après, ça s'est décliné. Et on voit que la perte est vraiment un critère. Et en fait, pour une raison cognitive, à vérifier avec les scientifiques, mais, vu que je ne suis pas un universitaire, mais les aires qui gèrent la perte dans ton cerveau sont 3 fois plus grandes, 2 à 3 fois plus grandes que celles qui gèrent le gain. Il y avait une dernière idée reçue aussi là, en préparant la discussion sur laquelle je suis tombé, puis que tu challenges, c'est alors on aurait tendance à cacher ses faiblesses globalement, parce qu'on nous dit déjà depuis tout jeune, travaille tes forces, cacher ses faiblesses, puis les équipes de vente en général, c'est rare qu'elles te disent ce qui va pas dans le service. Toi, si tu as une offre à exposer, puis tu as conscience que sur tel point tu es vraiment fort et sur un ou deux points tu es un peu moins bon, comment tu la présentes cette information? Alors, on va revenir au fait d'obtenir la confiance des gens. Imagine que tu es Superman, à quel point les gens en face de toi vont pouvoir s'identifier en tant qu'être humain. Ça va être compliqué. Et donc, en fait, le fait d'avoir une faiblesse et de la présenter en premier, c'est la garantie d'offrir à la personne de te rencontrer en tant qu'être humain et de te faire plus confiance. Et en plus, par contraste, ça va augmenter. Tiens, justement, parce qu'en même temps que je te le dis, imagine que tu caches cette faiblesse et que la personne, à un moment dans l'entretien, soulève le tapis et te dit « Et pourquoi vous ne me parlez pas de ça ?»
tu vois bien que d'un seul coup, là, c'est la C'est- fin c'est la fin de l'échange. Ouais. Tu peux remballer et partir. Donc on en vient, c'est une chance d'avoir des faiblesses parce que tu peux les utiliser pour gagner la confiance des gens. Et ça dépend on va revenir tous les outils. C'est le contexte qui va décider si tu l'utilises ou pas. Si tu as déjà la confiance et que tu passes ton temps à dire tout ce qui est faible dans ton offre, ça va pas forcément être productif. Mais si tu le mets dès le départ, que tu es capable de révéler une faiblesse en premier, c'est quelque chose qui est extrêmement crédibilisant pour tout ce qui suivra après. C'est moi qui bafouille là. Dans tout ça, il y a un dernier sujet que je voulais aborder avec toi, c'est la question de l'éthique. Parce que si on est très fort dans ces techniques-là, et toi, c'est un sujet enfin, c'est une question que tu dois peut-être souvent te poser. Dans quel moment je suis dans la zone grise et qu'est-ce que je fais de mes super pouvoirs? Tu disais tout à l'heure, si je suis Superman, toi, tu maîtrises un certain nombre de super pouvoirs là, dans la relation à l'autre. Tu le mets... Qu'est-ce qu'on en fait là de ce sujet de l'éthique? Alors c'est intéressant que tu dises que j'ai un super pouvoir. Je me perçois euh, en progrès, ce qui est différent parce que tu peux toujours progresser, ce qui est autrement plus dynamisant. Parce que justement, si on revient à l'éthique, le moment où tu commences à pousser ça parce que tu peux plus entendre non, c'est le moment où forcément il y a quelque chose que tu fais qui n'est pas en rapport avec l'équilibre de l'intérêt de la personne en face de toi. Mhm. Donc un critère, c'est est-ce que tu es toujours à même d'entendre non. Ça, c'est pour moi un des premiers critères. Et l'autre, c'est est-ce que il y a quelque chose qui remplit les besoins de l'autre. Je te parle d'abord émotionnel. Mhm. Quand on parle de win-win, c'est jamais physique, parce qu'il y a plein d'études qui le montrent. C'est pas le prix, c'est le fait que ça remplisse ce qui est important pour la personne en face de toi. Et on vient que si tu as l'idée de l'influence en tant que telle, ça veut bien dire que tu es capable de détecter ce qui est important pour la personne en face de toi. Donc c'est plus un gros mot. Et c'est plus un gros mot. Et en fait, c'est la qualité de relation que tu vas entretenir qui va faire que tu vas être plus influent. Eh ben C'est ça, pas pareil. eh ben, on va s'arrêter sur cette idée-là parce que c'est un beau message, je trouve, d'espoir pour d'aller chercher à chaque fois ce qui va servir l'autre et que par réciprocité, il essaiera d'en faire de même. Et là, on va aller faire monter d'un cran la qualité de nos relations et de tous ces liens invisibles qu'on tisse, que ce soit dans les entreprises ou à l'extérieur de l'entreprise. Un grand merci, Eric, pour cet échange. On a appris vraiment beaucoup de choses. Il y a un dernier point que tu as envie de rajouter? Oui, tiens, je vais te partager quelque chose. En fait, je suis venu à vouloir creuser plus ça parce que tu as démarré par le fait que quelque part j'étais Superman et j'aimerais finir par l'endroit où justement je t'évoquais le fait d'apprendre et de grandir. Et ce qui est super chouette, c'est que justement j'ai trébuché dans ma vie intime et que ça m'a remis plein de choses en compte. Et que c'est pas parce que sur un plan professionnel, on gaze qu'on transpose toujours les choses à des endroits qui nous c'est aussi très utile, hein. Très utile, hein. Eh ben, merci pour tous ces outils. À très bientôt. Salut Eric. À très bientôt. Merci Rémi.